Thomas Müller connaissait-il vraiment sa femme? Non, certainement pas. L'une des raisons pour lesquelles il avait tant de mal à accepter leur séparation était le fait que Sabine se comportait soudainement comme une adolescente amoureuse depuis qu'elle avait rencontré un nouvel homme. Thomas et Sabine s'étaient mariés il y a 22 ans. Après 3 ans de relation, ils s'étaient dit oui lors d'une magnifique cérémonie à l'église Saint-Matthieu, au cœur de Munich. À l'époque, ils travaillaient tous les deux près de l'église. Leurs parents avaient partagé les frais du mariage à parts égales et s'entendaient à merveille. 22 années de mariage heureux avaient ensuite suivi. Bien sûr, il y avait eu quelques embûches en cours de route, mais ils avaient toujours trouvé une solution aux difficultés. Tandis que Sabine travaillait comme experte comptable senior dans une grande société d'audit, Thomas dirigeait un cabinet d'architectes réputé et prospère. Leur fille de 19 ans, Emma, avait récemment obtenu son baccalauréat avec mention. Lisa, la sœur de Sabine, avait raconté à Thomas en début de semaine qu'elle envisageait de redécorer sa maison. Avec un sourire, Thomas avait répondu « Je pourrais peut-être l'aider ce week-end ». Elle n'avait personne pour la soutenir depuis qu'elle s'était séparée de son mari, Marcus, alors il s'était dit pourquoi pas. « Oh mon Dieu, non, Thomas », avait ri Sabine. « Pas question. Tu travailles déjà assez, mon chéri. Je vais probablement loger chez Lisa et l'aider personnellement. J'ai un peu plus de temps libre maintenant que nous avons terminé les heures supplémentaires pour les déclarations fiscales. Je serai de retour samedi matin et nous pourrons passer un agréable week-end ensemble. » Quelle bonne idée, avait dit Thomas avec enthousiasme. Et Emma? Ils avaient tous les deux ri, puis, pas de problème. On lui donnera juste un peu d'argent et on lui dira d'aller s'amuser avec ses amis. Après le départ de Sabine le mardi matin, Thomas avait découvert son téléphone portable sur la station de charge dans leur chambre. Il avait secoué la tête et souri intérieurement. Mon Dieu, Sabine, tu peux parfois être si distraite. Tu perdrais ta tête si elle n'était pas attachée, je te jure. Sabine l'avait appelé depuis le téléphone de Lisa pour lui annoncer qu'elle était arrivée sans encombre. Salut, mon cœur, avait-elle gazouillé. Il avait entendu Lisa en arrière-plan. Je voulais juste te dire que je suis bien arrivé. Lisa te fait de gros bisous. Salut, ma biche. Salut, Lisa. Au fait, chérie, tu as laissé ton téléphone ici sur la commode. Bien que son rire ait semblé un peu tendu, Sabine avait ri. Zut. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Pas de panique. Nous sommes justement en train de commencer la cuisine de Lisa. Nous devons préparer les murs. J'essaierai de t'appeler tous les soirs à peu près à la même heure. Mais si je ne le fais pas, ne t'inquiète pas, nous serons probablement juste occupés avec de la peinture ou de la colle à papier peint. Je t'aime, avait marqué la fin de la conversation, et le premier jour touchait à sa fin. Thomas prenait son petit déjeuner avec sa fille le matin, savourant des tartines de pain grillé au miel et discutant de ce qui l'attendait après l'école. Thomas travaillait souvent à domicile. Papa, murmura doucement Emma. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Oh, ce n'est pas vraiment important. Tu connais mon ami Nicolas? Thomas hocha la tête. Eh bien, son oncle est un entrepreneur. L'une de ses entreprises est le club branché Or Bleu à Schwabing. Stéphane, l'oncle de Nicolas, a promis à Nicolas un accès gratuit à l'espace VIP du club pour une soirée spéciale pour notre groupe d'études ce soir, mais seulement si nous avons de très bonnes notes. Thomas demanda avec scepticisme, « Es-tu seulement assez âgé pour boire ?»« Oh, ce n'est pas un problème, papa. Stéphane est vraiment un amour. Il a bien précisé que l'espace VIP pour notre soirée sera totalement sans alcool. Il a prévu de la nourriture, des collations, de la limonade, de la bière et du vin sans alcool. Il y aura même du champagne sans alcool pour nous. Nous aurons notre propre sécurité et du personnel pour l'espace VIP, donc tout sera sûr à 100%. S'il te plaît, dis oui. Thomas hocha la tête. Je connais Stéphane par la chambre de commerce. Je dois dire que travailler avec lui est une expérience rafraîchissante, parce qu'il est un homme de parole. Alors oui, bien sûr, vas-y. Emma poussa un cri de joie. Elle s'écria, merci, papa. Je serai probablement de retour tard, alors ne te soucie pas du dîner pour moi. Nous mangerons au club. Thomas sourit, mais quelque chose lui serrait le cœur. Sa petite fille grandissait. Il songea à appeler Sabine pour lui parler des projets d'Emma, mais il se ravisa. Après tout, sa sœur semblait plus intéressée par la décoration de sa maison que par la semaine où Emma passait son baccalauréat.
C'était le choix de Sabine. Emma disparut après 4 heures de l'après-midi. Après leur rendez-vous chez Niklas Winter, les amis devaient se rendre en boîte dans la limousine que Stéphane avait louée. Emma est rentrée avant 10 heures. Les larmes avaient détruit son maquillage, et le visage de Niklas affichait un mélange de pitié et de chagrin. Thomas s'est exclamé, « Mon Dieu, Niklas! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que quelqu'un l'a frappé ?» Emma s'est tournée vers son père, avant que Niklas n'ait pu répondre, et s'est mise à pleurer. Elle a balbutié, « Ce n'est pas moi qui ai été frappé. Bien que, honnêtement, j'ai mal. C'est toi. Tu vas avoir mal. J'ai appris ce soir que maman t'a quitté. Elle fréquente un autre homme. Elle était en sanglots. Tu dois te tromper, Emma. Sabine m'aime et ne me tromperait jamais. » Emma a secoué la tête. « C'est vrai, monsieur Muller, » a acquiescé Niklas. « Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas de place pour le doute ou l'erreur. Nous savons ce que nous avons vu. Et je me suis permis de demander à mon oncle Stéphane de faire des copies des enregistrements de surveillance, pour que vous ayez des preuves si vous en avez besoin. J'ai aussi pris des photos et des vidéos sur mon téléphone. » Thomas a déclaré, « Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? » « Papa, » a continué Emma, les larmes coulant sur son visage, « c'est encore pire. Ils ont quitté la piste de danse, et nous les avons suivis. Quand nous les avons rattrapés, il était en train de faire l'amour avec maman sur le capot de sa voiture. Il l'a fait avec elle dans la rue comme avec une prostituée bon marché. Niklas a tout filmé sur son téléphone. Thomas avait l'air malade. « Oh, ma chérie, je te crois. Je suis juste tellement désolé que tu aies dû voir ça. » Il a rapidement composé le numéro de Lisa. C'est allé directement sur la messagerie vocale. « Lisa, c'est Thomas. J'ai des preuves vidéo. Dis-lui de rentrer ici immédiatement. Je sais que l'histoire de vous et Sabine décorant ta maison était un tissu d'ânerie. Je sais où elle était. Je sais avec qui elle était. Je sais ce qu'elle a fait avec lui. » Niklas a réconforté Emma. « Écoute, Emma, je pense qu'il est vraiment important que toi et ton père passiez du temps ensemble pour digérer tout ça. Mais si tu as besoin de moi, appelle-moi. Même si c'est au milieu de la nuit, j'aurai mon téléphone sur l'oreiller. » Il a envoyé les preuves à Thomas avant de partir. Choqué par la qualité et chaque détail horrible, Thomas a regardé la vidéo. Il a regardé sa femme faire l'amour avec son jeune amant sur le capot d'une voiture de sport. Compte tenu de la plaque d'immatriculation, petit M, il n'y avait aucun doute sur l'identité du propriétaire de la voiture rouge. 1 heure plus tard, Lisa et une Sabine furieuse sont arrivées. Lisa avait l'air un peu incertaine, comme si elle ne voulait pas vraiment être là. Sabine a immédiatement commencé à crier sur Thomas, pensant que l'attaque était la meilleure défense. « Comment oses-tu m'espionner? À quoi diable pensais-tu? Tu as un petit détective privé dégueulasse qui suit chacun de mes pas? Petit pervers, tu as perdu la tête? Quand tu m'as vu prendre du plaisir avec Mathias, tu étais content. Je m'en serais douté. Cela t'a probablement plu de regarder mon amant me donner un sexe plus torride que tu n'en as jamais été capable dans notre mariage. Oh, et si tu veux le savoir, il peut me donner du plaisir 3 fois dans l'heure, et il est fort comme un cheval. Même à l'âge de Mathias, c'est plus que ce que tu n'aurais jamais pu faire. » Thomas fixa Sabine, choqué par ses cris. Il secoua la tête et la fixa. « Qu'est-ce qui t'a pris? Chérie. » Elle s'arrêta brusquement, avec une précision brutale. « Il est fou de moi. » Thomas s'exclama, « Sabine, Emma est là, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que tu fabriques? » Lisa jeta un regard effrayé. Elle regarda autour d'elle dans la grande pièce et remarqua Emma, recroquevillée dans un fauteuil profond, complètement hors de vue. Elle voulait aller la voir et la réconforter, mais la rage de sa sœur l'avait paralysée. « Eh bien, Emma, tu sais que ton père adoré m'a suivi comme un tas d'ordures gluantes. » Emma bondit de son fauteuil, le visage pâle et furieux, avant que Thomas ne puisse l'arrêter. Elle cria, « Espèce de femme stupide, stupide et sale !» et agrippa le visage de sa mère. « Papa n'a pas envoyé de détective pour te suivre. Il ne savait rien de tes aventures adultères. Et qui a fourni les preuves de ta trahison? C'est moi. C'est moi le tas d'ordures gluantes. N'est-ce pas? » Sabine cria, « Emma, tu dis n'importe quoi. Tu n'étais pas là du tout. » J'y étais vraiment. Dans la zone VIP lors de la soirée privée.
Je vous ai regardé sur la piste de danse, toi et ton assistant Mathias, faire presque l'amour. Ensuite, mes amis et moi vous avons suivi, vous deux amants, lorsque vous avez quitté la piste de danse. Maman! Nous vous avons suivi jusqu'au parking et nous t'avons trouvé sur le capot de sa voiture. Il y avait des amis chez moi. Imagine l'embarras, devant tous mes amis, d'apprendre que ma mère trompe mon père. Sabine frappa Emma au visage avec une telle force qu'un craquement distinct se fit entendre. Emma tomba à terre, étourdie par la violence du coup. Assez, hurla Thomas, si fort que les décorations de la pièce tremblèrent. Tu ne frappes plus jamais mon enfant. Tu comprends? Elle n'avait pas le droit de me traiter d'infidèle, quand même. Thomas se précipita pour relever Emma. Il caressa doucement sa joue, où un bleu commençait déjà à se former. Ça va, Emma? Emma prit sa main et remarqua d'un ton froid et ferme, ça ira quand cette femme aura quitté cette maison. Mais chérie, se lamenta Sabine, je ne voulais pas te frapper, N'importe quoi. Emma ricana avec mépris. Tu avais autant envie de me frapper que tu as envie de Mathias. La dispute continua jusqu'à ce que Thomas finisse par se prendre la tête et déclarer « Ça suffit. Trop de tes sornettes, Sabine. Tu me donnes mal à la tête. Lisa, s'il te plaît, ramène Sabine chez elle. Vous avez toutes les deux encore assez à faire pour terminer la décoration de l'appartement. » Bien que son visage devienne rouge, Lisa ignora la remarque acerbe. Sans un mot, elle conduisit Sabine vers la porte, et elles sortirent et refermèrent la porte derrière elle. Thomas trouva toute cette affaire inhabituelle. Rien de tel ne s'était jamais produit en 22 ans de mariage. Puis il réalisa qu'Emma lui parlait. « Je suis désolé, chérie. »« Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il. « Comment décrirais-tu ta tête ?»« Pas merveilleux, chérie. Pour être honnête, je vais aller me coucher avec de l'aspirine. Je n'en peux plus de ces conneries pour le moment. Je suis vraiment désolé que tu aies été mêlé à ça. » Ils se souhaitèrent bonne nuit, et chacun alla dans sa chambre. Emma se retourna dans son lit. Elle n'arrivait pas à comprendre comment sa mère, qui avait toujours paru décente, fidèle et aimante, avait pu soudainement se transformer en une méchante sorcière malhonnête et avec quelqu'un qui n'avait que quelques années de plus qu'Emma. Cette pensée lui donna des frissons. Techniquement, Mathias deviendrait son beau-père si son père divorçait. C'était horrible. Elle entendit un bruit inhabituel provenant de la chambre de son père. Qu'est-ce qui se passe? Elle sauta de son lit et se précipita pour le voir. Lorsqu'elle alluma la lumière, elle vit son père se redresser. Le côté gauche de son visage semblait légèrement tordu. Il avait du mal à parler, et ses lèvres de travers ne produisaient que d'étranges gargouillis. Elle savait que son père était en train de faire un AVC. Elle courut vers le téléphone sur la table de chevet, composa le numéro d'urgence et fut mise en relation pratiquement instantanément. « C'est mon père. S'il vous plaît, venez immédiatement. Il fait un AVC. » Elle donna l'adresse à l'opérateur et répondit à quelques questions simples. « Les ambulanciers sont en route, » dit l'opérateur. « Veuillez vous assurer que votre porte est déverrouillée afin qu'ils puissent accéder rapidement au patient. » En 8 minutes, les ambulanciers arrivèrent à la maison. Ils posèrent quelques questions à Emma après avoir rapidement examiné Thomas. A-t-il déjà eu un AVC? Y a-t-il des antécédents familiaux? Bien que notre famille n'ait pas d'antécédents, il a subi un choc important ce soir. Il a eu un fort mal de tête lorsque nous avons découvert que ma mère nous trompait. Qu'a-t-il pris pour le mal de tête? Il a pris de l'aspirine. Dieu merci, ce sera bénéfique. Ce sera un facteur important pour ses meilleures chances de survie. Peu avant 3 heures du matin, Emma, une visiteuse d'hôpital très inquiète, était assise là. Elle avait appelé Nicolas, qui, Dieu merci, entra bientôt dans la salle d'attente. Emma pleura, « Dieu merci, tu es là, Nicolas. » Elle s'était ressaisie, mais elle perdit le contrôle et se mit à pleurer à chaudes larmes lorsque Nicolas la serra dans ses bras. Ils ne savent pas encore. Il est ici en observation. Ils ne sont pas sûrs de ses chances de survie avec l'AVC. C'est un cas assez grave. Nicolas hocha la tête et lui serra la main. Je suppose qu'il vaudrait mieux que j'appelle tante Lisa et que je demande la permission de parler à ta mère. Elle appela Lisa, dont la réponse fut assez évasive. À cette heure-ci, Emma, pourquoi diable appelles-tu? Tante Lisa, mon père est ici à l'hôpital. Il ne va pas bien du tout. J'ai besoin de parler à maman maintenant. Pour une raison quelconque,
Emma activa le haut-parleur. Allô? Sabine hurla, pourquoi diable appelles-tu au milieu de la nuit? Je pensais que tu serais curieuse de connaître le séjour de papa en soins intensifs à l'hôpital. Il est vraiment malade. Il pourrait potentiellement mourir de son grave AVC. Bien, s'écrie Sabine. Alors laisse crever ce type, je vais profiter de ma putain de vie. L'appel s'est brusquement coupé. Surprise et trop abasourdie pour parler, Emma est restée assise. Elle s'est approchée de Nicolas et a fini par retrouver sa voix. C'est incroyable, a-t-elle fait remarquer, qu'elle souhaite que mon père, son mari, meure. Si seulement j'avais enregistré cet appel. C'est ce que j'ai fait, a répondu Nicolas en levant son téléphone. Chérie, tout est enregistré. Il secoua la tête. Que quelqu'un puisse dire une chose pareille, je trouve ça incroyable. Mon Dieu, Emma, je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour aborder ça, mais il y a quelques mois, ta mère a flirté avec moi. Elle m'a fait des avances pendant que j'étais en haut en train d'étudier, pendant que ton père était au travail. Elle a fait comme si c'était une blague quand je l'ai repoussée, et j'étais d'accord. Maintenant, eh bien, maintenant je ne suis plus si sûr que c'était une blague. Emma secoua la tête. Oh mon Dieu, Nicolas, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ma mère se révèle être une tricheuse et mon père est malade, je devrais être à l'université. De quel point de vue suis-je censé agir? Je dois rester à la maison pour m'occuper de lui. Ou pas? Si, Emma, bien sûr. Même si ce serait formidable d'aller dans une université prestigieuse, on peut toujours aller à la fac locale et y obtenir nos diplômes. Après tout, ce n'est pas un endroit intellectuellement terrible. Que veux-tu dire quand tu dis « on peut aller à la fac locale » ? Emma, je t'aime et je ne supporte pas l'idée que tu sois seule à la maison à te battre, à prendre soin de ton père, à gérer la maison tout en poursuivant tes études. Je veux être là pour te soutenir toute notre vie. Il s'est levé, a sorti une boîte à alliances, s'est agenouillé sous les lumières vives de la salle d'attente et a dit « Emma, je te demande de m'épouser. » Elle s'est mise à pleurer et à crier « Oui ». L'infirmière à l'accueil a joint les mains et s'est exclamée. Elle s'est levée de son bureau et s'est approchée d'eux. « Ma chérie, tu as une femme formidable et un homme bien. Jeune homme, vous êtes tous les deux jeunes, certains diraient trop jeunes, mais pas moi. Vous avez tous les deux tout ce qu'il faut pour une vie conjugale épanouie. J'ai entendu ce que votre mère vous a dit. Votre père est entre de bonnes mains et il va guérir. Dites-lui de quitter sa femme adultère. Un homme ne peut pas porter une adultère souillée sur son dos pendant la vie trop courte qu'il mène. » Elle est retournée à son travail, Emma et Nicolas se sont embrassés, désolé d'avoir traité ta mère d'adultère, mais si ça fait couac et que ça se dandine. Les deux se sont rapidement endormis. Un médecin à l'air épuisé les a réveillés à 7 heures du matin. Bonjour, bonjour à vous deux. Je suis le docteur Weber, le chirurgien en chef de l'équipe qui s'est occupé de votre père, Emma. La bonne nouvelle, c'est qu'il devrait se rétablir complètement. Votre père a subi un accident vasculaire cérébral hémorragique. Il pourrait avoir du mal à marcher pendant un certain temps, mais nous l'accompagnerons tout au long de sa convalescence. Nous avons trouvé le problème et arrêté l'hémorragie. Emma a demandé au médecin si l'AVC avait pu être causé par la nouvelle de l'adultère de sa femme. Le chirurgien a réfléchi pendant quelques secondes, puis a hoché la tête. On croit généralement à tort que le stress provoque directement un AVC. Mais si le stress provoque une dangereuse poussée de tension artérielle élevée, il peut déclencher un AVC hémorragique, c'est-à-dire qu'un vaisseau sanguin éclate, comme cela s'est produit pour votre père. Ils ont été surpris de voir Lisa s'approcher d'eux alors qu'il remerciait le médecin et qu'il retournait aux soins intensifs. Elle s'est précipitée vers Emma et l'a enlacée avec force, horrifiée. Oh, Emma, je suis tellement désolé. Je n'arrivais pas à croire que ma sœur, ma propre chair et mon propre sang, puissent dire quelque chose d'aussi méchant quand Sabine a dit qu'elle souhaitait que Thomas meure. Elle est ici avec toi, Lisa? Lisa secoua la tête. Non. Je l'ai mise à la porte, et on s'est disputé comme des chiffonniers après que je lui ai arraché le téléphone des mains. Thomas est un homme merveilleux et un mari aimant. Nous serions encore mariés si mon Marcus avait été ne serait-ce qu'à moitié aussi bien que ton père. Ta mère m'a beaucoup trompé au sujet de ton père. Elle m'a convaincu qu'il avait des liaisons et que leur amant n'était qu'une riposte, mais maintenant je vois qu'elle ne faisait que couvrir son propre adultère en me manipulant. Lisa s'arrêta pour reprendre son souffle, puis demanda « Comment va-t-il » ? Le médecin vient de nous parler. Papa va bien,
mais il faudra un certain temps avant qu'il ne se remette sur pied. Lisa acquiesça et dit, « Dieu merci, il va s'en sortir. » Thomas passa un mois en centre de rééducation, où, en plus des médicaments, il reçut des séances de physiothérapie pour maintenir son tonus musculaire et travailler sur sa jambe droite affectée. Les cheveux de Thomas, autrefois d'un noir de jais, ressemblaient désormais à de la neige blanche. Emma et Niklas vinrent chercher Thomas en voiture quand il fut temps de rentrer à la maison. Sur la banquette arrière, il y avait ses affaires et le déambulateur qu'il utilisait encore. Aucun d'eux n'avait eu de nouvelles de Sabine, Lisa non plus. Secouant la tête, elle fit remarquer, « Cette idiote doit penser que tu es mort, Thomas. » La jambe de Thomas commença à guérir quelques semaines plus tard. Après avoir abandonné le déambulateur, il commença à utiliser une canne magnifiquement travaillée pour se soutenir. Un soir, en buvant un café avec Emma, il lui dit, « Mes cheveux blancs, mon boitement et la canne me rappelleront toujours ce que Sabine m'a fait ou plutôt nous a fait. Devrais-je l'éteindre ?» Emma secoua la tête. « Non, papa, je ne crois pas que tu devrais te teindre les cheveux. Tu pourrais peut-être commencer à te laisser pousser une petite barbe. Tu as l'air super, une barbe ne ferait qu'ajouter du contraste. Que dois-je faire pour ta mère? Divorce de cette sale bonne femme et passe à autre chose. Simple et direct. Comment se passent tes cours avec Niklas? Mieux que prévu. Un de mes professeurs a fait ses études à Heidelberg, mais il est revenu s'occuper de ses parents âgés dans sa ville natale. Il enseigne ici dans notre université pour tuer le temps et gagner un peu d'argent. Ses parents sont décédés il y a longtemps, pourtant, il continue d'enseigner ici parce qu'il aime le rythme de vie plus lent. Il est vraiment excellent. Nous allons commencer nos études de façon fantastique le semestre prochain. Ils parlèrent peu jusqu'à ce qu'Emma demande, « Papa, tu penses que tu vas recommencer à fréquenter quelqu'un ?» Il lui jeta un coup d'œil oblique. « Je ne suis pas tout à fait prêt, mais bien sûr, maintenant que je vais beaucoup mieux, je pourrais commencer à y penser. Ta mère et moi, nous ne serons plus jamais ensemble, alors pourquoi pas avoir des rendez-vous? Tu as quelqu'un en tête? » Elle se moqua de lui. Les dames dignes seront probablement rivales. Il faudrait peut-être organiser une loterie. Ils gloussèrent, mais Emma pensait effectivement à une femme en particulier qu'elle connaissait et que Thomas appréciait. Presque du même âge que Thomas, Monica Bergman était une femme charmante. Après avoir découvert que son mari était un escroc multirécidiviste, elle était divorcée depuis plusieurs années. Elle travaillait à la bibliothèque municipale et n'avait pas d'enfant. Emma se sentait un peu excentrique. Monica ne fréquentait jamais personne, bien qu'elle s'entende à merveille avec son père lors des événements. Sous prétexte que son père avait besoin de compagnie pour qu'ils aient l'occasion de parler, Emma amena Monica à la maison. Emma voulait soutenir son père dans une situation difficile. Il n'avait manifestement pas eu de rendez-vous depuis des décennies, et la douleur de l'infidélité de sa femme avait ébranlé son estime de soi. Après la première visite, Thomas invita Monica à dîner. La soirée se déroula bien, et ils commencèrent à se fréquenter régulièrement. Un soir, alors que Thomas rentrait d'une promenade avec Monica, il trouva Sabine qui l'attendait devant la porte de la maison. Elle avait l'air maigre et pâle, ses vêtements étaient froissés et ses cheveux en bataille. « Thomas, dit-elle d'une voix brisée, on peut parler. » Monica serra la main de Thomas et murmura, « Je t'appelle demain. » Puis elle se dirigea vers sa voiture. Thomas soupira et ouvrit la porte. « Entre, Sabine. » Dans le salon, Sabine s'assit au bord du canapé. Thomas resta debout, la canne fermement à la main. « Que veux-tu » demanda-t-il calmement. « J'ai fait une erreur, » commença Sabine. « Une terrible erreur. Mathias, il m'a quitté. Il a dit qu'il était trop jeune pour s'engager avec une femme plus âgée. » Sa voix se brisa. « J'ai tout perdu, ma famille, mon travail, ma dignité. Et pourquoi faire? Pour un mensonge. » Thomas observa la femme qu'il avait autrefois aimée. « Pourquoi es-tu ici, Sabine? » « Je veux rentrer à la maison, » murmura-t-elle. « Je veux qu'on recommence. » Thomas secoua la tête. « Il n'y a plus de nous, Sabine. Ce que tu as fait, la tromperie, les mensonges, la façon dont tu as traité Emma, je ne peux pas le pardonner. Mais nous avons été mariés pendant 22 ans. » s'écria Sabine désespérément. « Oui, et tu as jeté ça par la fenêtre en une nuit. » Thomas s'appuya plus lourdement sur sa canne. « Peut-être que j'aurais pu te pardonner si tu avais regretté ton geste quand tu t'es fait prendre. Mais tu as souhaité que je meure, Sabine. Tu
Il avait engagé une équipe de jeunes architectes talentueux, qui apportaient des idées fraîches et une belle énergie. Emma et Niklas, de leur côté, progressaient bien dans leurs études et planifiaient déjà leur mariage pour l'été prochain. La vie de Thomas avait pris une tournure inattendue. Sa relation avec Monica s'était transformée en quelque chose de plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Ils passaient tout leur week-end ensemble, cuisinaient ensemble, allaient à des concerts ou restaient simplement assis pendant des heures à bavarder. Ce soir, il devait la retrouver pour dîner. Il avait une bague spéciale dans sa poche, rien d'extravagant, mais élégant et intemporel, comme Monica elle-même. Alors qu'il quittait son bureau, son téléphone sonna. C'était le docteur Hoffman. « Thomas, bonne nouvelle. Le divorce est officiellement prononcé. Vous êtes un homme libre. » Thomas sourit. « Merci, Klaus. Et qu'en est-il de l'autre problème ? Matthias Klein a été condamné à 5 ans de prison. Sabine s'en est tirée avec une peine avec sursis, car elle a coopéré. Elle doit cependant payer une amende considérable et ne pourra pas travailler dans le secteur financier pendant 10 ans. Je comprends, dit Thomas à voix basse. Il ne ressentait aucune joie à l'idée de la punition de Sabine, seulement une profonde tristesse de voir à quel point elle était tombée bas. Le restaurant que Thomas avait choisi était chaleureux et accueillant. Monica l'attendait déjà à une table dans un coin, son visage s'illumina quand elle le vit. « Tu as l'air heureux » remarqua-t-elle alors qu'il s'asseyait. « Je le suis » répondit-il honnêtement. « Le divorce est prononcé. C'est officiellement terminé. » Elle lui prit la main. « Comment te sens-tu » ? Soulagé. Triste. Plein d'espoir. Il lui serra la main. Surtout plein d'espoir. Ils se sourirent, et Thomas sut que c'était le bon moment. Il fouilla dans sa poche pour prendre la bague. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix familière l'interrompit. « Thomas ?» Il leva les yeux et vit Lisa, qui se tenait près de leur table. « Lisa. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je ne voulais pas vous déranger, » dit-elle d'un ton hésitant. « Je t'ai vu à travers la fenêtre et je me suis dit, mais ça peut attendre. » Thomas secoua la tête. « Non, ça va. Assieds-toi avec nous. Voici Monica. » Monica, voici Lisa, la sœur de Sabine. Les deux femmes se saluèrent, et Lisa s'assit à contre-séhure. « Il s'agit de Sabine » commença-t-elle. « Elle quitte l'Allemagne. Elle a trouvé un emploi dans une petite librairie en Espagne. Elle pense qu'un nouveau départ lui ferait du bien. » Thomas acquiesça lentement. « Je pense que c'est une bonne idée. Elle voulait te dire au revoir, mais elle ne savait pas si tu voulais la voir. Alors elle m'a demandé de te donner quelque chose. » Lisa lui tendit une enveloppe. Elle a dit que c'était important. Thomas prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Merci, Lisa. » Après un bref silence malaisé, Lisa se leva. « Je ne devrais pas vous déranger plus longtemps. C'était un plaisir de te connaître, Monica. » Quand Lisa partit, Thomas regarda l'enveloppe dans ses mains. « Tu ne veux pas l'ouvrir » demanda Monica doucement. « Plus tard, » dit-il en la rangeant dans sa veste. « Pour l'instant, je suis ici avec toi, et c'est tout ce qui compte. » Il sortit la bague de sa poche et la posa sur la table. « Monica, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis très longtemps, mais... » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui. » Un an plus tard, Thomas était debout devant la fenêtre de son bureau et contemplait le jardin. Le soleil d'été brillait de mille feux. Dans un coin du jardin, Emma et Niklas avaient installé un petit pavillon sous lequel des chaises blanches étaient disposées en rangées. C'était leur mariage aujourd'hui. Thomas se retourna lorsque la porte s'ouvrit. Monica entra, magnifique dans une élégante robe bleue. « Prêt ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête et prit sa canne, qui était désormais plus un accessoire de mode qu'une nécessité. Ensemble, ils descendirent pour superviser les derniers préparatifs. Au cours de l'année écoulée, beaucoup de choses avaient changé. Thomas et Monica s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie intime, avec seulement Emma, Niklas et quelques amis proches comme invités. Ils avaient décidé de vivre dans la maison de Thomas, qui était maintenant remplie des livres et des œuvres d'art de Monica, qui apportaient une nouvelle chaleur à la pièce. Thomas n'avait plus eu de nouvelles de Sabine depuis sa lettre d'adieu. La lettre avait été brève, des excuses, un souhait pour son bonheur et une promesse de ne plus le déranger. Lisa avait occasionnellement donné des nouvelles. Sabine s'était installée dans une petite ville côtière espagnole,
menait une vie tranquille et essayait d'oublier ses erreurs. Les invités commencèrent à arriver. Amis et famille d'Emma et Niklas, collègues de l'entreprise de Thomas, amis de Monica de la bibliothèque. Même Lisa était venue, seule, mais avec un sourire chaleureux pour Thomas et Monica. Lorsque la cérémonie a commencé, Thomas a conduit Emma dans l'allée. Sa fille était radieuse dans sa magnifique robe blanche, les yeux brillants de bonheur. Niklas attendait devant, le visage rempli d'amour et de fierté. Alors que Thomas conduisait Emma vers l'hôtel, il repensait au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. La douleur et la trahison n'avaient fait que les rendre plus forts, approfondir leurs liens. Des débris de leur famille brisée, ils avaient créé quelque chose de nouveau et de beau. Après la cérémonie, alors que la fête battait son plein, Emma tira Thomas à part. « J'ai quelque chose pour toi, papa », dit-elle en lui tendant un petit paquet. Thomas l'ouvrit et découvrit un cadre photo fait main avec une photo de deux, prise le jour de sa sortie de l'hôpital, Thomas encore pâle et affaibli, Emma à ses côtés, tous deux souriant malgré tout. « Pour que tu n'oublies jamais le chemin que nous avons parcouru, » dit Emma. Thomas serra sa fille fort dans ses bras. « Je suis si fier de toi, Emma. De nous tous. » Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient et célébraient, Thomas trouva un moment de calme pour lui seul. Il pensa à tout ce qui s'était passé, la trahison, l'accident vasculaire cérébral, la lente et douloureuse convalescence. Comment son monde autrefois parfait s'était brisé comme un miroir réduit en 1000 morceaux. Mais de ces débris, ils avaient créé de nouvelles images, de nouvelles réflexions d'eux-mêmes et de leurs relations. Thomas avait appris que parfois, la rupture est nécessaire pour construire quelque chose de mieux. Monica le rejoignit et prit sa main. « À quoi penses-tu ? » ?»« À des miroirs, » dit-il en souriant. « Brisés et réparés. » Elle l'embrassa doucement. « Viens, allons danser. » Thomas s'appuya légèrement sur sa canne et suivit sa femme sur la piste de danse, où leur fille et son nouveau gendre dansaient déjà, entourés d'amis et de famille. L'avenir était peut-être incertain, mais une chose était sûre pour Thomas, peu importe à quel point un miroir peut être brisé, chaque fragment reflète toujours la lumière. Il suffisait d'être prêt à regarder sous un nouvel angle.